intervenants. Nous aurons 6 à 7 intervenants. Jean-Luc Vellit, qui a écrit de grands livres récemment sur Simon Kimbangu. Raymond Menga Poati de l'Université Marien Ngouabi sur la vie en clandestinité de Simon Kimbangu, ses effets immédiats. De Pamphile Mabiala Mantouba, historien de l'Université de Kinshasa, le Kimbanguisme face à la sécurité coloniale 1921-1959, de Victor Ngouilou Mbemba Yamusungu, juriste de son État de l'Université Marien Ngouabi, sur Simon Kimbangu et des droits humains, des remarques sur l'affaire d'octobre 1921. Et enfin viendra Mathieu Zana Itambala, qui est l'un des grands spécialistes de cette question sur Simon Kimbangu, qui sort bientôt un livre, ou le livre, je crois, est déjà sorti, mais qui va sortir, j'espère, qui parlera il est de l'université de Leuven, donc le parti flamand catholique, mais en même temps des misères royales de l'Afrique centrale à Tervuren. De Simon Kimbangu à l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Simon Kimbangu. Chronique socio-historique. Et enfin, l'ancien recteur de l'université Marien Ngouabi, l'historien Sylvain Makoso, il parlera des chants kimbanguistes 1921-1959. Mounaï, que vous connaissez, qui a beaucoup écrit sur les relégués, un kimbanguiste de l'université pédagogique nationale et de l'université protestante au Congo, évoquera la question des relégués dont il est vraiment le grand spécialiste pour notre pays. Auguste Miabeto Ladi, qui est de l'université Marien Ngouabi, parlera de déferlement et impact du kimbanguisme au Moyen-Congo dans les années 20. On écoutera aussi, mais dans un autre panel, demain, le professeur Tchindolola qui parlera de ces mêmes questions, mais dans une perspective beaucoup plus large, dans les années 20. Yuma Kassima de l'université de Boumière est aujourd'hui. Et enfin, le doyen de la faculté de théologie parlera, le professeur docteur Dumbi Congo parlera de la mort de Simon Kimbangu. Voilà l'économie, si vous voulez bien, de cette journée. Et nous allons donc suspendre nos travaux pour nous permettre de nous déplacer et pour aller vers les ateliers. Mais les gens prendront 15 minutes. Les gens doivent s'inscrire évidemment dans des panels. Et je crois que pour le besoin de la cause, nous souhaiterions bénéficier d'un morceau musical de notre fanfare. Et je lui cède donc la parole. Mais la fanfare, je demandais à la fanfare. Et les micros, merci. Merci nos ingénieurs Dadi Mavambou, Eugène Likoua et tant d'autres, l'équipe technique qui est bien en place au microphone. Vous allez retrouver vos humbles, vos estimés confrères Ibrahim Montou, Emma Dikoufouana et tant d'autres qui vont vous faire l'économie de cette deuxième journée, parce que hier c'était l'ouverture, aujourd'hui c'est la poursuite. Donc la deuxième journée est déjà le matin à l'ouverture. Les ministres de la Justice et des Droits humains a fait un briefing. Il a démontré pourquoi on a révisé le procès de Papa Simon Kimbangu. Il a démontré et finalement le second intervenant lui aussi n'est pas parti sur les 4 chemins. Il a retracé la vérité qui n'est pas du tout connue dans les fiefs des Congolais. Mais qu'à cela ne tienne, présentement, il y aura des panels, soit les ateliers qui vont s'étaler, ça et là. On va parler de Simon Kimbangu dans la science sociale. Beaucoup d'intervenants vont également participer, pour chacun va apporter sa pierre de contribution. Le deuxième panel, soit le deuxième atelier, va beaucoup plus parler sur la perception à la reconnaissance officielle de l'église Kimbangu. Voilà, l'orchestre philharmonique est en train
de nous accompagner dans cette salle de l'amphithéâtre Mamamou Lukiawanga, où se tiennent les assises, soit la grande conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu. Je cède le micro à mon estimé confrère Papa Emma Dikoufwana pour ceux qui nous écoutent en Ingala. Tondo mingi ndeko Ibrahim Moutou batali ya télévision kimbangiste lelo ezali bongo mokolo ya motu koloba pamba telobe ezalaki bongo bofungwami ya liskitali linene lizali kolobela likambo litali bongo tata Simoki Mbangu nde lobi ezalaki bongo mokolo ya bofungwami lelo misala misili bongo kobanda ndenge bosili kolanda yango na bandeko baye bakoyokaka mingi lokota ya lopoto maso mabandaki bongo na maloba maye mwana mboka ministre mayatali bongo mambi mabosembo wa ekolo wa biso mwana mboka professeur Lusolo yewana alanola kinti na nini ete likambo litali ya bozongeli bosambisi ya Papa Simon Kimbangu lisalamaki pe ayanoli ntina na yango ayanoli pe bonzenga likambo yango lotomo lango lolenge kani moselaki kosalema pamba te banso boyibite bobosani te ke na tembete mokolo masanza tukumba na mibale ezalaki mokolo moye Papa Simon Kimbangu basilaki bongo koloba ete likambo moko asalaki ya mabete likambo ya bozongeli ya bosambisi boye bosukaki na bwania sima ya professeur Luzolo Bambi elekaki moko tata eye kokaki lisusu kolobela makambo mantina matali bongo Papa Simon Kimbangu na mango ngaike tokolanda mai eye ekopesa mbela biso lolenge basili kopesa biso. Bientôt là nous allons demander à la salle de rester sur place parce que son éminence va nous quitter ainsi que la famille et le protocole va s'en occuper. Dans l'entretemps, il y a un communiqué du secrétariat de la commission qui me demande de vous dire ceci. Nos invités à la conférence internationale Simon Kimbangu sont priés, s'il vous plaît, de se présenter au bureau du président munis de leur passeport au moment de la pause café. Si vous n'avez pas votre passeport aujourd'hui, nous vous invitons à vous présenter demain au bureau du président muni du dit passeport. Merci. Et pour les écouteurs, s'il vous plaît, les écouteurs, c'est pour la salle. Il semble que les gens ont eu des problèmes hier. Vous laissez les écouteurs et vous partez. C'est pour la salle. Merci. Alors, je voudrais ajouter, avant que son éminence que vous aurez les sacs qui sont prévus pour les conférenciers, vous les aurez. Donc, tout a été prévu et nous avons suffisamment de stock pour pouvoir. Les membres du collège et les membres du cabinet, on transmettra à tous ces cartons vers donc, les cabinets qui s'en occupera. Donc, pour nous décharger un peu de la distribution de ces outils de travail. Mais il est important que l'inscription à des panels soit réalisée pour une meilleure organisation et rentabilité des travaux qui seront donc organisés. Avec l'autorisation de son éminence, nous allons donc suspendre maintenant cette première partie de cette journée pour nous permettre de nous diriger vers le panel, les travaux en panel. Et j'insiste, il y a 2 panels. Donc 2 panels pour aujourd'hui, le kimbanguisme et le kimbanguisme de la perception à la reconnaissance officielle et Simon Kimbangu et le kimbanguisme dans les sciences sociales et les mémoires. Voilà. Ok, voilà. Le protocole, nous vous prions de vous occuper de papa. Et Komingala. On s'élève pour saluer papa. Voilà, c'est la sortie de son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef de l'église kimbanguiste. Nous rappelons aux uns et aux autres, nous vous informons que c'est la 2e journée de la tenue
de la grande conférence qui vient de réunir les 5 continents ici à Kinshasa. Un petit rappel également. Maintenant, c'est la Faki qui doit nous donner un air musical, un coussin d'air musical. Oui, avant que la fanfare Kimbangis puisse arroser et intervenir, bien évidemment, nous rappelons que le tout premier intervenant, c'est le ministre, son Excellence Louzou, le panel ministre de la Justice et des Droits humains. Au sortir de cette grande salle, la salle qui est en face de celle-ci, de l'autre côté, c'est dans ces salles de conférence, là-dedans. Donc on va contourner, et puis vous entrez par là, la salle qui donne vers le parking. Le protocole va vous orienter certainement. Que les kimbanguistes donnent l'occasion aux visiteurs, aux invités d'être dans les salles. Et nous irons en donner position. Ce sont les invités d'abord. Voilà, la musique qui est en train de se jouer, c'est la fanfare kimbanguiste. Je disais que c'est la deuxième journée. Le tout premier intervenant, c'est M. Louzou Lobambi, Excellence ministre de la Justice et des Droits humains. Il a commencé à poser la question: pourquoi l'innocence de la condamnation de Papa Simon Kimbangu? Pourquoi la haute cour militaire a revu ce jugement de Papa Simon Kimbangu? C'est la question qui s'est posée finalement. Le fondement de la justice congolaise, la justice qui a été rendue par l'homme n'était pas... Donc quand l'homme rend toujours la justice, il y a toujours des imperfections. Et donc la haute cour militaire de Mbanzaou s'est trompée. Donc M. Morel, à son temps, s'est trompé, et raison pour laquelle ce jugement est attaquable, soit le droit de recours est tout à fait fondé, ou encore l'appel de cette cassation, si la loi le prévoit, comme cela est prévu, c'est une façon de pouvoir balayer les erreurs. La révision d'un procès est la seule voie pour corriger les erreurs du jugement. Cela doit être appuyé par des faits nouveaux. Et les faits nouveaux que la RP 1973, le jugement de Tisville, n'avait pas. Et comme c'était un jugement précipité, et maintenant, 9 mois après, voilà, la haute cour militaire de notre pays venait de réviser et recharger la mémoire de Papa Simon Kimbangu. C'est tellement important. En 21, Papa Kimbangu, avec ce jugement unique, il n'avait pas d'avocat. Personne ne pouvait plaider son compte. Aujourd'hui, les pays, l'église kimbanguiste trouve la voie pour essayer d'annuler
et retirer Papa Simon Kimbangu judiciairement du prison. L'histoire universelle. Diverses, nombreuses de conceptualisation, de problématisation théorique et de lecture. Je me disais juste une considération personnelle, la première et la seule peut-être. Je pensais qu'elle aurait pu faire référence aussi, bien qu'il n'ait pas du tout traité du kimbanguisme, à Benoît Verhaeghe, à ses vieux écrits sur les rapports entre les contextes de crise et les changements intellectuels, les progrès dans la connaissance. Je le dis simplement pour, bien sûr, mais je suis entièrement d'accord. Convoquer un tout petit peu l'ombre de Benoît Verhaeghe. Tu ne m'as pas laissé le temps de le dire. Voilà, je donne la parole maintenant au docteur Émile Mangeli Yekelo. Oui, mais c'est parce que je dois écrire. Moi, je suis rapporteur. Instamment, c'est bien. Son Éminence, Monsieur le modérateur, chers frères et sœurs, ma communication va paraître tout à fait irrationnelle. Elle peut même paraître folklorique. Je le dis parce que, comme l'a dit mon collègue, nous avons été fortement occidentalisés. Nous avons été tellement occidentalisés dans notre formation que nous avons de la peine à croire à certaines vérités qui nous concernent. Lorsque nous nous retrouvons devant les mythes d'autrui, on nous fait croire, mais lorsque nous voulons exploiter nos propres mythes, on nous rejette dans le panier de fétiches, de croyances, de la superstition et de l'irrationalité. C'est pourquoi mon propos sur Simon Kimbangu et la construction de la nation congolaise, je commence par essayer de vous montrer que ce n'est pas une spécificité congolaise. Parce que la politique, partout dans le monde, a toujours fait route commune avec les mythes. La construction sociale des nations a toujours été associée à des mythologies fondatrices. Chacune des communautés humaines se voulant voulue par la divinité pour accomplir une mission sur terre. Si, dans une société où les gens ont une religion commune, ils sont d'une seule tribu, on peut comprendre que même malgré tout, il y a des mythes. Mais lorsque on va dans une nation qui est constituée de plusieurs ethnies, on a besoin d'une sorte de religion civile, une sorte de religion civile qui fédère les différentes conceptions en une seule, et tout le monde se réfère dès lors à la nation. Et souvent, la religion civile ou politique, ce sont des éléments auxquels tout le monde croit, sans les discuter, et qui fédèrent en fait toutes les différentes conceptions religieuses et consorts. Et cela est valable pour tout le peuple, et toutes les nations ont chacune un mythe fondateur. Et il s'agit donc de tous ces éléments culturels, les légendes, les récits romancés, les anecdotes, les totems, etc., réels ou imaginaires, qui fondent la religion civile ou politique d'une nation. Et ces éléments, on y croit de manière religieuse. Et quand on y croit, chaque fois qu'on veut soulever une discussion pour remettre en question ces principes, c'est tout le monde qui vous teste et qui vous taxe d'apostasie. Parce que ce sont des éléments non discutables qui fondent la nation, et donc on ne peut pas les discuter, même si apparemment elles relèvent des légendes. Et ici, nous devons le dire, contrairement à tous les théoriciens occidentaux, et suivis d'ailleurs par plusieurs Congolais aussi,
qui veulent dire qu'on ne peut pas réaliser une nation au Congo parce qu'il y a plusieurs tribus. Contrairement à cette théorie-là, tous les pays du monde, tous les grands pays sont constitués par des ethnies diverses. La France est constituée des ethnies, dont certaines d'ailleurs réclament l'indépendance jusqu'aujourd'hui. Vous connaissez tout ce qui se passe en Angleterre, tout ce qui se passe en Espagne, etc. Donc, la multiplicité des ethnies n'est pas une raison pour qu'on ne puisse pas réaliser une nation. Et l'Allemagne était aussi constituée de plusieurs nations, l'Inde, n'en parlons pas, l'Amérique elle-même de plusieurs races, et donc nous au Congo, nous pouvons, et nous sommes d'ailleurs en train de construire notre nation, et nous pouvons le faire, contrairement à tout ce qu'on nous dit, et contrairement d'ailleurs à toutes les manipulations politiciennes qui tiennent à faire revenir certains héros, n'est-ce pas, à des espaces trop réduits. Heureusement que la nature a fait que, le sort de Simon Kimbangu a fait qu'il a échappé à ça parce qu'il a sillonné tous les pays. Le mythe peut prendre des formes diverses, comme on l'a dit, n'est-ce pas? Ça peut même être des histoires inventées de toutes pièces. Nous voyons par exemple aujourd'hui certains mythes créés, certains mythes modernes. La guerre du Vietnam, nous savons tous que le Vietnam a gagné la guerre. Mais si vous regardez tous les films américains, vous ne verrez jamais les Américains perdants. Ça participe, n'est-ce pas, de la création d'un mythe à partir d'un mensonge que nous tous, nous savons mensonge, mais nous y croyons. Et en France, par exemple, on nous parle de Sainte Jeanne d'Arc, patronne de la France, n'est-ce pas? Qui sait qui elle a été? On nous parle de Napoléon comme un conquérant, mais tous les autres peuples considèrent Napoléon comme un tyran, comme un tueur. Mais vous n'entendrez jamais un Français parler de Napoléon en ces termes-là. Et ici chez nous, n'est-ce pas, nous devons le savoir, tous ces mythes sont enseignés à l'école. Donc un enfant à l'école, à partir de l'école maternelle, apprend déjà le nom de Sainte Jeanne d'Arc, apprend le nom de Napoléon, depuis l'école primaire, et il grandit avec ça. Je pense que nous avons raté cette occasion, comme l'a dit mon collègue ici, n'est-ce pas? Notre génération, nous avons été tellement occidentalisés que peut-être que le temps de Kimbangu commence aujourd'hui avec les enfants, avec nos enfants qui, eux, pourraient voir les choses autrement. Alors, cela étant dit, nous pensons que dans notre pays, nous avons besoin de ces éléments, de cette religion civile, n'est-ce pas, pour constituer et pour cimenter notre union et renforcer nos convictions respectives en notre pays, ainsi que nos sentiments d'appartenir à la grande communauté congolaise qui est une et indivisible. Et cela ne peut pas se réaliser seulement par la propagande politique. N'est-ce pas? Je suis un des propagandistes politiques, mais je pense que c'est insuffisant. La musique au Congo fait beaucoup pour unifier les gens, mais c'est toujours insuffisant. Il y a d'autres éléments fédérateurs, mais ce qui nous manque, c'est cette religion civile pour déjouer tous les plans de balkanisation de notre pays. Il nous faut cette religion civile qui nous pousse, n'est-ce pas, à nous accrocher à notre pays de manière quasi-religieuse, comme c'est le cas dans toutes les grandes nations du monde. Ma démarche est certes anodine, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une invention ni une spécificité congolaise, parce qu'on trouve cela dans toutes les nations. Au risque de me répéter, n'est-ce pas, j'ai parlé de Jeanne d'Arc, j'ai parlé des États-Unis avec leurs vertus bibliques, en Israël avec Abraham, Moïse, David, Salomon, pays islamiste avec le prophète Mahomet, en Turquie il y a Mustafa Kemal, dans les républiques bolivariennes d'Amérique latine, on parle du mythique libertador Bolivar, en Chine on cite Confucius, on cite Mao. Donc chaque nation a ses prophètes, ses saints, ses démons, ses héros, ses vraies ou fausses croyances. Et toutes les mythologies sont créées par les hommes.
pas de fumée sans feu, mais ces faits réels sont décrits de manière pas toujours vraie. On peut colorer certains endroits, n'est-ce pas, éviter, déformer, pourvu que ça puisse servir la cause que l'on cherche à servir. Et l'objectif, n'est-ce pas, dans mon papier, et là je vais très vite passer et très brièvement à parler maintenant de Simon Kimbangu, c'est-à-dire à partir d'une réflexion à la fois scientifique et métaphysique, on peut déboucher sur une mystique de la nation congolaise autour de Simon Kimbangu. À son propos, plusieurs lectures peuvent être faites sur l'œuvre de Simon Kimbangu, selon l'objectif recherché. Et Simon Kimbangu est surtout connu comme prophète. Mais le trait spirituel et mystique Simon Kimbangu ne peut être réduit à la seule dimension de la métaphysique religieuse transcendantale. On l'a dit ici, n'est-ce pas, par tous ceux qui m'ont précédé, l'œuvre de Simon Kimbangu recèle également une haute portée politique, apparemment occultée à dessein ou simplement ignorée. On a dit comment on nous a appris à détester tout ce qui n'était pas catholique pour nous les catholiques, parce que même les protestants, on nous a appris à les détester, n'est-ce pas? Et les protestants avec nous à détester les musulmans. Et surtout, nous tous,